Bienvenue dans ce deep dive au cœur des très grandes questions, celles qui fascinaient Stephen Hawking. D'où vient l'univers? Pourquoi il a commencé? Est-ce qu'il aura une fin? Mhm. Et surtout, comment il a réussi à rendre tout ça accessible sans nous noyer sous les maths? Bon, sauf une petite exception, E est égal MC2 qu'il glisse dans ses remerciements, c'est assez drôle. Exactement. Et notre objectif aujourd'hui, c'est un peu de retracer cette évolution de notre regard sur le cosmos, comme Hawking nous la raconte. D'accord. On va partir d'une vision, disons, ancienne, très statique, éternelle presque, pour arriver à l'univers qu'on connaît mieux, dynamique, en pleine expansion, avec un début assez fracassant. Le Big Bang, on y viendra. Oui, et on verra comment l'espace et le temps eux-mêmes, nos concepts de base, ont été complètement bouleversés dans l'histoire. Alors pour commencer, il y a cette image que Hawking utilise, que je trouve géniale, la vieille dame qui pense que la Terre repose sur une tortue, qui est sur une autre tortue. Ah oui, Et ainsi de suite, des tortues jusqu'en bas. C'est une façon assez directe de montrer les anciennes idées, non? tout à fait, c'est très visuel. Bien sûr, après, il y avait les Grecs comme Aristote. Lui, il savait déjà que la Terre était ronde, grâce à l'ombre sur la Lune notamment. Mhm. Mais il la voyait toujours immobile, au centre de tout. Et Ptolémée ensuite a bâti ce modèle géocentrique hyper complexe pour que ça colle aux observations, enfin pour sauver les apparences. Il a fallu attendre un moment avant que ça bouge. Oui, il a fallu attendre Copernic pour oser dire « Et si c'était le Soleil au centre ?» Puis Galilée avec sa lunette, qui voit les lunes de Jupiter, preuve que tout ne tourne pas autour de nous. Et Kepler, qui calcule que les orbites ne sont pas des cercles parfaits, mais des ellipses. D'accord. Et on arrive au sommet de cette physique classique avec Newton, sa loi de la gravitation universelle. Ah, Newton, la pomme, tout ça. Même si c'est peut-être une légende. Oui, bon, légende ou pas, l'idée est là. Mais Hawking souligne un point crucial. La théorie de Newton, aussi géniale soit-elle, avait un problème. Si l'univers est infini, statique, rempli d'étoiles qui s'attirent... Il devrait s'effondrer sur lui-même, logiquement. Ou alors, autre problème, le paradoxe d'Olbers. Pourquoi le ciel est noir la nuit s'il y a une infinité d'étoiles? Exact. Donc, malgré Newton, l'idée d'un univers statique persistait. Mais ça coinçait quelque part. Il fallait autre chose. Absolument. Et c'est là qu'intervient Einstein, début du XXe siècle. Le point de départ, c'est une énigme liée à la lumière. Sa vitesse semble être la même pour tout le monde, peu importe comment on bouge. C'est ça que l'expérience de Michelson-Morley n'a pas réussi à prouver, l'existence de cet éther supposé porter la lumière. Exactement. Ils cherchaient l'éther, ils n'ont rien trouvé. Et Einstein, en 1905, avec la relativité restreinte, il prend le taureau par les cornes. Il pose un principe radical. Les lois de la physique et la vitesse de la lumière sont les mêmes pour tous les observateurs. Ok. Et les conséquences? C'est le temps ne sont plus séparés. Ils forment un tout, l'espace-temps, à 4 dimensions. Attends, ça veut dire que le temps ne s'écoule pas pareil pour moi et pour quelqu'un qui bouge très vite. C'est vertigineux. C'est exactement ça. C'est complètement contre-intuitif, mais c'est ce que dit la théorie, et ça a été vérifié. Et puis, 10 ans plus tard, Einstein s'attaque à un autre gros morceau, la gravité. Parce qu'elle ne collait pas avec la relativité relative. Non, car chez Newton, la gravité agit instantanément à distance, ce qui est incompatible avec l'idée que rien ne peut aller plus vite que la lumière. Alors, Einstein propose une idée révolutionnaire avec la relativité générale. Laquelle? De gravité n'est pas une force qui tire, mais c'est la manifestation de la courbure de l'espace-temps lui-même causée par la présence de masse et d'énergie. Ah, d'accord. Donc, si je reprends l'image, la Terre tourne autour du Soleil, non pas parce qu'une force l'attire. Non, mais parce qu'elle suit la pente, la courbe créée par la masse du Soleil dans l'espace-temps. C'est ça une géodésique, le chemin le plus direct dans un espace courbe. Donc l'espace-temps n'est plus juste un décor passif. Non, il devient un acteur dynamique. Il est déformé par la matière et l'énergie, et en retour, il dicte comment la matière et l'énergie bougent. Incroyable. Et ça, on a pu le vérifier. Oui, dès 1919, en observant comment la lumière des étoiles lointaines était déviée en passant près du Soleil lors d'une éclipse. Ça correspondait parfaitement au calcul d'Einstein. Impressionnant. Mais l'histoire ne s'arrête pas avec Einstein. Il y a eu Hubble ensuite, dans les années 20. Oui, Edwin Hubble. En regardant les galaxies lointaines avec les télescopes de l'époque, il analyse leur lumière. Et il remarque un truc systématique. Leur lumière est décalée vers le rouge. Le fameux redshift. L'effet Doppler, comme pour le son d'une sirène qui s'éloigne. C'est ça. Ça veut dire qu'elle s'éloigne de nous.
Et plus elles sont loin, plus elles filent vite. La conclusion est inévitable. L'univers est en expansion. Et ce qui est fou, c'est que quelqu'un l'avait déjà prédit, non? Tout à fait. Quelques années avant Hubble, un physicien russe, Alexandre Friedmann, avait trouvé des solutions aux équations d'Einstein qui décrivaient justement un univers en expansion. Ah bon? Oui, en partant d'hypothèses assez simples, que l'univers, à grande échelle, est à peu près le même partout et dans toutes les directions, homogène et isotrope. Et ça, on l'a confirmé aussi. De manière éclatante en 1965, avec la découverte du fond diffus cosmologique, le CMB. C'est une sorte de rayonnement fossile, très faible, un écho du Big Bang, qui vient de partout dans le ciel et qui est incroyablement uniforme. C'est la preuve de cet état chaud, dense et homogène de l'univers primordial. Et si on passe le film à l'envers, cette expansion? Eh bien, tout converge. Si on remonte le temps, toute la matière, toute l'énergie de l'univers se retrouve concentrée en un point unique, de densité et de température infinie. C'est ça, la singularité initiale du Big Bang. Et là, nos théories calent? C'est ça. La relativité générale elle-même ne fonctionne plus dans ces conditions extrêmes. Le Big Bang, c'est une limite à notre connaissance actuelle du passé. Et c'est peut-être, littéralement, le début du temps lui-même, il y a environ 13,8 milliards d'années. Bon, et la question qui tue, l'expansion va continuer pour toujours ou est-ce que ça va s'inverser un jour en Big Crunch? Ah, la grande question du destin de l'univers. Ça dépend de la quantité totale de matière et d'énergie qu'il contient, y compris la fameuse matière noire et l'énergie noire qu'on ne voit pas directement. Et alors, on sait? Les observations les plus récentes, notamment l'accélération de l'expansion, semblent indiquer qu'elle va continuer indéfiniment. L'univers deviendrait de plus en plus froid et vide. Mais bon, il reste des incertitudes. On a bien tenté d'imaginer des modèles sans Big Bang, comme la théorie de la création continue. Oui. Mais ça n'a pas tenu face aux observations, notamment le fond diffus cosmologique. Le modèle du Big Bang reste le plus solide. Quel voyage quand même, hein. On est passé d'un petit monde bien rangé avec la Terre au centre à cet univers immense, en évolution constante, qui a démarré dans une explosion, Oui, et où l'espace et le temps ne sont plus du tout ce qu'on pensait au départ. Ils sont devenus des joueurs actifs. exactement. Et ça nous ramène peut-être à ce que Hawking cherchait, ce qu'il appelait « comprendre la pensée de Dieu ». Si l'univers est décrit par des lois physiques précises, s'il naît d'un Big Bang sans nécessité de cause extérieure et évolue selon ces lois, qu'est-ce que ça signifie au fond? La quête d'une théorie ultime, une théorie qui unirait la relativité générale et la mécanique quantique pour décrire ces tout premiers instants et la nature profonde de la réalité, eh bien, cette quête continue. C'est toujours un des plus grands défis pour les physiciens aujourd'hui.